Bienvenue à vous si vous nous rejoignez au cœur du salon Agridaise. Alors le monde agricole est en mouvement perpétuel, se modernise. En quoi le Finistère est-il une terre d'innovation? C'est le thème de cette nouvelle table ronde. Nous parlerons GPS, drones, tracteurs et salles de traite connectées avec vous. Sophie Gézéquel, bonjour. Bonjour à vous. Vous élevez des vaches laitières et de porcs à Lénon avec votre mari et vous êtes également vice-présidente de la Chambre d'agriculture du Finistère. Nous parlerons également biomimétisme avec vous, Franck Zal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Emarina et vous nous présenterez un élevage atypique de vers marins, très prometteur puisqu'il s'agit du premier transporteur d'oxygène universel à visée thérapeutique. Et puis Jean-Jacques Daniel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes éleveur et vice-président du Crédit Agricole du Finistère et vous nous expliquerez comment le Crédit Agricole accompagne aussi l'innovation. Alors Sophie Gézéquel, on peut le dire, vous êtes une agricultrice 2.0. On a envie de découvrir votre exploitation. Déjà, sur quelle taille d'exploitation travaillez-vous? Alors, on est un GAEC. On a rassemblé plusieurs exploitations. Aujourd'hui, on est 3 associés. Donc, il y a effectivement mon mari et monsieur François Laridon. On a l'équivalent de 90 vaches laitières, soit l'équivalent de 750 000 litres de lait. On a des cochons, 250 truies, et on est naisseurs-engraisseurs. Et nous avons 2 salariés, l'équivalent de 157 hectares de culture qui nous permettent de faire de l'autoconsommation. Il n'y a aucune vente de fait de nos céréales. Tout sert à l'alimentation de nos vaches et de nos cochons. Alors à quel moment vous avez eu envie d'introduire vraiment la technologie dans vos pratiques? En fait, ça s'est fait tout doucement. Ça vient souvent de soi, de l'envie d'avancer avec ce qui nous entoure. Tout le monde autour de nous, à un moment ou un autre, on a envie d'une petite évolution dans les nouvelles technologies. Et l'ensemble des associés, à un moment ou un autre, dans son travail, dit « J'aimerais bien travailler avec ça, j'aimerais bien avoir ceci dans ma poche. » Moi, alors on va partir du principe que tout ce qui peut être fait de façon le plus simple possible m'arrange. Dans ma culture, je suis du tertiaire puisque j'ai fait une formation de comptable avant d'arriver à l'agriculture. Et très vite, plutôt que quand j'étais à apprendre à taper la machine, j'ai voulu utiliser un ordinateur. Puis un ordinateur, toutes les applications, tous les logiciels qui sont proposés à l'agriculture aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses et m'ont donné envie à moi de les utiliser, mais aussi à mes associés, puisque ça peut aider autant sur l'élevage en porc, autant sur l'élevage en lait que sur les cultures, et moi du côté administratif. Donc au fur et à mesure du temps, on a tous eu envie d'y aller, puisque ça nous apportait à chacun un confort. Est-ce que vous êtes lancé seul, ou en tout cas avec l'aide entre vous sur l'exploitation, ou il y a eu une formation pour ça? Alors moi, ma formation de base me donnait une capacité à m'adapter d'abord au logiciel qui m'était proposé, puisque c'était essentiellement tourné autour des salaires, autour de la gestion. Et puis après, au fur et à mesure, les logiciels qui étaient très simples à la base évoluent. Et donc, en échangeant avec des groupes d'agriculteurs, en échangeant avec notre groupement, les formations se sont faites au fur et à mesure. Et il y a de nombreuses formations qui nous sont proposées effectivement à travers tous ces groupes et toutes ces structures qui nous suivent. Alors, ça a commencé par quel aménagement? Un bureau. Avoir un lieu où on peut travailler, où on peut rassembler toute cette technologie et pouvoir communiquer avec tout simplement un réseau qui fonctionne, un ordinateur qui est capable d'échanger avec l'extérieur, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir échanger aussi avec l'extérieur, et avoir du matériel pratique à notre disposition. Est-ce que vous avez, racontez-nous, quels outils après, petit à petit, sont arrivés? Aujourd'hui, la pression sociétale veut que l'on progresse, et je pense que l'agriculture l'a toujours fait. On a commencé à travailler avec des chevaux, et puis la charrue est arrivée, les tracteurs sont arrivés, l'ordinateur est arrivé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, pour maîtriser le mieux possible l'ensemble des ateliers, et surtout tout ce qui est lié à la culture, grâce à l'information et à la formation qu'on peut trouver disponible un peu partout, on s'est mis à utiliser des drones pour photographier nos champs, et par des images qui sont référencées par 30 cm par 30 cm, on peut mesurer la pression d'azote nécessaire ou le besoin d'azote nécessaire pour nos champs. Et donc, avec une clé USB, on récupère les données du drone, du satellite en ce qui nous concerne,
et on les branche sur notre tracteur qui a une petite console de jeu. Et cette console nous permet de distribuer l'azote 30 cm par 30 cm de façon en fonction du besoin de la plante. Ou alors, quand on est au milieu du champ, avec nos smartphones, on est aujourd'hui capable d'appeler le centre d'insémination pour une vache qui a besoin d'être inséminée parce qu'elle a un comportement qui laisse penser qu'elle a besoin d'être inséminée. Enfin, il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous le permettent et qui nous arrivent comme ça. Vous en parlez en plus, on a l'impression que vous amusez aussi. Mais c'est un vrai jeu, un vrai jeu. Aujourd'hui, tout est simple. Jean-Jacques pourrait en témoigner aussi. Tout est simple. Il le dirait, il est en réunion, il peut, avec son téléphone, de loin, prendre la main sur sa salle de traite. Vous confirmez, Jean-Jacques? Je confirme. Par rapport à ce que disait Sophie sur la démonstration qu'elle faisait par rapport au satellite et à l'engrais, il y a quelque chose, la finalité, elle est importante à mon sens, c'est le gagnant-gagnant, parce que quelque part, elle va utiliser moins d'engrais au bon endroit, au bon moment. Ce qui va faire que le rendement va être optimisé et en plus, elle aura protégé l'environnement en général. Et ça, je pense que c'est super vertueux et c'est quelque chose que les technologies permettent de faire. Les agriculteurs, ils sont capables de faire à l'œil. Mais à l'œil, la machine voit des choses que l'œil ne voit pas. Donc, c'est vraiment cette complémentarité et aller un peu plus loin dans le progrès. Je pense que c'est super intéressant. Reconnaître que ça peut aider. Mais par contre, il faut que ce soit ça nous appartient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Quelqu'un qui ne veut pas utiliser les nouvelles technologies, il a effectivement cet œil d'éleveur, cet œil de cultivateur qui lui est propre et lui donner un outil qu'il ne pourrait pas ou qu'il ne voudrait pas utiliser, ce serait idiot et ça ne servira à rien. Donc c'est vraiment une envie d'utiliser ces nouveaux outils comme une envie de trouver un nouvel appui pour cultiver, pour se simplifier la vie, pour se simplifier les tâches, puisque après, on en parlera peut-être, mais on a investi dans une barre de guidage pour travailler nos champs. Donc le tracteur a une antenne qui est reliée par GPS. Je lui ai mis ma petite clé USB pour lui dire à tel centimètre, à tel espace, il lui faudra tant de fertilisants, mais le tracteur va conduire aussi tout seul. C'est-à-dire qu'il va prendre la ligne droite, il va se remettre exactement à l'endroit où il doit passer. Ça va m'éviter de chevaucher, donc utiliser éventuellement des engrais ou des semences 2 fois alors que ce ne serait pas nécessaire, ou de laisser un espace trop grand qui ferait que je serais obligée de nettoyer alors que ce n'était pas nécessaire. Donc, mais laisser conduire un tracteur tout seul, ce n'est pas évident. Vous avez, comme si vous aviez votre voiture, demain matin on lui dit elle va conduire toute seule, rester les mains sur les accoudoirs et de se dire vas-y ma cocotte, tu y vas toute seule, ce n'est pas si simple. Donc il faut que ce soit quelque chose que l'exploitant agricole veuille prendre en main ou veuille se laisser porter par ces nouvelles technologies pour arriver au gagnant-gagnant entre les gains de productivité, l'environnement et puis le confort que ça peut nous apporter. Alors justement, parlons un petit peu de l'intérêt aussi pour le consommateur derrière qui entend ça. Il y a un réel intérêt en termes de qualité de production? Oui, parce qu'il y a une réelle efficacité qui se trouve déployée au moment de la mise en place de nos cultures, une vraie maîtrise des besoins de notre plante. Tout à l'heure, vous parlerez de biomimétisme. Nous, on est plutôt dans le biocontrôle, à utiliser la nature au moment où elle est le plus opportun, c'est-à-dire qu'on apporte ce qu'on a besoin, mais on n'en apporte pas trop pour ne pas polluer, mais on n'en apporte pas non plus pas assez pour répondre à notre premier rôle dans l'agriculture, c'est apporter à manger aux hommes et aux femmes un aliment de qualité. Donc, nous, on fait du biocontrôle et on apporte, grâce à cette nouvelle technologie, encore plus de contrôle sur ce que l'on fait. Et alors, vous parliez de votre confort aussi de vie. Clairement, quel gain ça vous apporte? Par exemple, lorsque j'ai mis une caméra de surveillance de mes vaches au village, quand il est 23 heures et qu'il y a de la pluie qui tombe très fort dehors et que je dois sortir de ma maison pour aller au bâtiment qui est à 500 mètres, non, j'allume mon ordinateur, je suis en chaussons et en peignoir et je me dis tiens, j'ai pas besoin de sortir parce que à distance, avec cette nouvelle technologie, je peux observer le comportement de mes animaux sans être obligée de sortir et c'est très confortable. Avec le recul, est-ce qu'il y a vraiment que des avantages ou peut-être des petits inconvénients ou au moins une période d'adaptation aussi à passer? Alors, il y a forcément une adaptation parce que ce serait trop simple si c'était inné. Les inconvénients, c'est qu'il faut avoir du réseau pour tout ce qui est transmission de données. Et malgré le déploiement du très haut débit en Bretagne et chez moi,
Je pédale quand même parce que je suis loin du très haut débit, je suis loin du haut débit déjà. Alors, c'est ça qui est ma grande difficulté. Et le jour où vous devez choisir entre regarder un film en streaming ou regarder vos vaches. Exactement. Mais mon associé, qui a le bâtiment des vaches, qui est surveillé par télésurveillance, doit effectivement choisir entre m'envoyer la vidéo des vaches ou regarder un film en streaming. Et donc ça, c'est très pénalisant entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et puis quand vous avez une coupure de courant, il ne faut pas être dépendant des nouvelles technologies. Il faut être capable, comme on le disait, que l'homme ou la femme, bien sûr, de par son regard, soit capable d'intervenir. Et ça doit être un outil d'aide à la décision, mais à aucun moment, ça ne remplacera les hommes et les femmes qui travaillent sur nos territoires. Jean-Jacques, l'innovation, est-ce que ça passe forcément par les outils? Pas que, j'ai envie de dire. Pas que, parce que là, Sophie a présenté un peu les outils qu'elle utilise de manière concrète sur son exploitation, mais il y a aussi ce que j'appelle des innovations de savoir-faire. C'est-à-dire la combinaison de ce qu'on a déjà sous la main et puis et leur utilisation pour, pareil, simplifier les choses, nous faciliter la vie et faire mieux dans nos pratiques. Alors, des exemples, je pense qu'on pourra en trouver plusieurs, mais il y a un exemple, moi, que je trouve qui illustre bien ça, c'est tout ce qui est lié à la génétique végétale ou animale. Mais je vais prendre un exemple avec la génétique végétale, c'est-à-dire que quand vous mélangez des variétés de blé, par exemple, et ben vous mettez un blé barbu avec des petites barbes sur les épis avec une variété de blé qui n'est pas barbue, et ben naturellement, vous avez éloigné les pucerons de votre parcelle et donc vous avez évité de faire un traitement tout simplement en utilisant de manière intelligente et surtout innovante des choses qu'on a déjà sous la main, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve sympa. Et on a aussi, quand on parle on pourrait prendre l'exemple aussi de variétés, de la recherche variétale en utilisant des variétés qui sont plus résistantes à telle ou telle maladie. Et on a dans la région quand même des organismes tels que Végénov ou l'OBS, là-bas du côté de Saint-Paul-de-Léon, qui travaillent tous les jours, des chercheurs qui travaillent pour améliorer ça. Et je pense que ça, c'est vertueux. Et la dernière chose que je prendrais comme exemple d'innovation, de savoir-faire, c'est tout ce qui est fait avec la lutte intégrée, l'utilisation des insectes à la place des produits phytosanitaires pour aller lutter aussi contre ici un puceron, ici une petite mouche qui va ravager les cultures de tomates ou de concombres, par exemple. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est peut-être moins spectaculaire que d'autres innovations, mais c'est tout aussi important et je pense peut-être même plus important d'un point de vue sociétal. Est-ce que, Sophie, ces outils numériques aussi facilitent particulièrement votre quotidien sur l'exploitation en tant que femme? Alors, c'est clair que souvent, on voit l'agriculture comme un métier difficile, un métier d'homme. Les hommes sont très présents en agriculture, les femmes avancent tout doucement dans l'agriculture. Pourtant, elles sont très présentes, elles sont souvent derrière, mais elles sont là. Et souvent, on voit l'agriculture comme un métier de force, quelque chose de difficile et qui nécessite une compétence physique particulière. Or, moi, aujourd'hui, les outils numériques peuvent m'aider à travailler, puisque c'est aussi des tracteurs qui peuvent être faciles à conduire. Je vais vous dire, honnêtement, je vais me faire des mauvais amis, mais quand on a des grosses journées d'ensilage, vous avez la femme qui court à droite et à gauche, qui va faire à manger, qui va aller chercher des produits, qui va aller courir après ses vaches, qui va traire ses vaches et qui va revenir. Et vous avez ces messieurs qui sont dans les tracteurs et qui conduisent. Et ben moi, je peux vous assurer qu'être femme, des fois, c'est un peu difficile. Donc, je dirais que le métier dans les nouveaux outils, effectivement, par exemple, le décrochage automatique dans une salle de traite simplifie aussi les mouvements pour éviter les douleurs que l'on pourrait avoir dans les bras ou dans le corps. Et donc oui, les nouvelles technologies peuvent nous aider régulièrement à simplifier et permettre aux femmes d'accéder beaucoup plus facilement au métier d'agricultrice. Alors, c'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce que ces outils peuvent être intéressants pour la relève, alors femmes ou jeunes aussi, de façon plus générale? Là, dans ces cas-là, ce n'est pas particulièrement lié aux femmes. C'est pour tous les gens qui nous écoutent éventuellement. Aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas simplement avoir une brouette et une fourche. C'est une compétence de métier qui existe, dont les nouvelles technologies. Des fois, il faut être assez pointu pour arriver à être exploitant agricole, pour maîtriser l'aliment. On parlait tout à l'heure des variétés, pour être capable de suivre. Donc, ces nouvelles technologies, elles permettent, que ce soit des hommes ou des femmes, de les utiliser et d'être exploitants agricoles demain matin. Jean-Jacques, une réaction aussi peut-être à cette innovation de plus en plus poussée. Dans les écoles aussi, à la base, à la formation, c'est une notion qui est de plus en plus étudiée aussi, proposée aux jeunes. Ouais, c'est vrai, c'est important. Tout à l'heure, Sophie parlait aussi de formation. Vous lui demandiez comment il fallait faire parce que c'était compliqué
c'est compliqué. Non, je ne pense pas, mais justement, l'école a aussi son rôle à jouer. Et dans les écoles d'agriculture aussi, d'aller expliquer aux jeunes finalement que des fois, il faut surtout utiliser son cerveau avant d'utiliser ses bras pour essayer de comprendre et puis d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et l'apprentissage, les automatismes, ils démarrent là. Et en formation agricole, on a de la chance dans le Finistère d'avoir beaucoup d'écoles d'agriculture qui forment beaucoup de jeunes. C'est quelque chose d'important, ça. Et puis, et dans les écoles d'agriculture, on a aussi une technique de formation par l'alternance qui est fortement développée. Et d'aller un coup à l'école, un coup sous le terrain, je crois que ça, on le voit à tous les niveaux, pour toutes les formations, c'est quelque chose qui marche bien et qui a fait ses preuves. Et qui, voilà, là, c'est vraiment quelque chose qui est devant nous. C'est un levier intéressant. Ouais, c'est un levier intéressant. Alors, un mot sur Sophie. Vous avez reçu la visite du secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, le 8 janvier dernier, si je ne me trompe pas. Il a annoncé d'ici quelques semaines aussi la présentation d'une feuille de route agriculture et numérique. Est-ce que vous avez eu des nouvelles sur ce point-là? Alors, sur ce point-là, précisément, non. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la visite du secrétaire d'État, qui était accompagné du président de l'Assemblée nationale, et qui, lui, Monsieur O, était très intéressé par l'application concrète de ce qu'on lui a montré, puisqu'effectivement, on lui a montré l'exemple du tracteur qui est géolocalisé et qu'il se déplace avec un volant tout seul. Donc, et les deux, malgré le temps qui nous était contraint, ont voulu faire un tour de tracteur pour voir comment ça se faisait. Ça, c'est la force, la magie du tracteur. La magie du tracteur, qu'on soit tout petit ou grand à un moment ou à un autre, il n'y a pas d'âge. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, tout à l'heure je vous le disais, mais de voir un tracteur qui se déplace tout seul. Donc, Monsieur O était très intéressé de le voir. Et ensuite, en descendant du tracteur, je lui ai montré sur tablette la gestion du suivi culturel de nos parcelles en inscrivant sur cette tablette ce que l'on faisait quant à la fertilisation, quant au semis, quant à la récolte, etc., etc. Il a vu des exemples concrets des outils agricoles et de la nécessité que l'on a pour maîtriser et l'environnement et le social, c'est-à-dire notre vie à nous, enfin tous les bienfaits que ça peut porter. Donc j'ai espoir qu'effectivement, à l'issue de cette visite, cela contribue au développement d'un certain nombre d'outils qui, aujourd'hui, sont nécessaires et sont la solution. Aujourd'hui, l'agriculture, par rapport à... Vous parliez tout à l'heure des innovations qui étaient d'origine nouvelle technologie, mais dans le cadre de la recherche, on a énormément besoin de la science pour faire progresser notre état d'esprit, nous, exploitants agricoles. On nous donne des outils, à nous de nous les approprier. Après, à nous de les utiliser. Mais on a besoin aussi que les scientifiques travaillent sur un certain nombre de points, et notamment à Trévarès, dans la ferme expérimentale de la Chambre d'agriculture, il y a de la recherche pour réduire les gaz à effet de serre produits par les bovins dans le cadre de leur alimentation. Donc tout ça, ce sont des innovations, ce sont des nouvelles technologies. Et il faut qu'il y ait une expérimentation, il faut qu'il y ait une certification scientifique qui en soit faite pour que nous, exploitants agricoles, par le biais de formation, d'information, on puisse se les approprier et les mettre en œuvre sur nos exploitants. Réaction du coup, Monsieur Zal? Non, mais moi je suis épaté parce que ce que j'entends aujourd'hui, en fait, ces nouvelles technologies qui ont pris pas le pas, mais qui viennent en aide en fait à votre activité. Et moi je suis épaté par ce que vous avez raconté. Donc après je reviendrai sur des mots que vous avez donnés en tant que bio-inspiration, etc. Mais moi je suis déjà épaté. J'avais aucune idée en fait de ce niveau technologique qu'on pouvait mettre en œuvre dans une exploitation agricole. Si je peux me permettre, allez-y. On parlait tout à l'heure des variétés de blé qui étaient mélangées dans le cadre du colza, par exemple. Un des plus gros problèmes, c'est les ravageurs insectes. Donc, on a deux solutions. C'est passer un insecticide, donc avec tout ce que les gens s'imaginent. Aujourd'hui, en mélangeant des variétés, on a un petit insecte qui a une petite trompe qui va boire le nectar des fleurs. Et lorsque ces fleurs ne sont pas encore ouvertes et qu'elles sont en forme de bouton, il perce la fleur. Et le fait de percer la fleur devient stérile. Donc, il perd la capacité, enfin, ça devient un prédateur de nos cultures, puisque la parcelle devient stérile. Donc, au moment de la pollinisation et de la mise en grain, ça ne fonctionne plus. Donc, dans le cadre des innovations, on a mélangé des variétés pour ne pas utiliser d'insecticides au moment où ce petit insecte arrive. Et on a une variété que l'on mélange à peu près à 5% dans le mélange du champ. Ce sont des fleurs qui vont éclore tout de suite.
L'insecte va se nourrir de ces fleurs et ils vont être attirés par ces fleurs qui sont ouvertes. Et donc, ils ne vont pas abîmer les petites fleurs à côté. Et quand ces petites fleurs vont s'ouvrir, eh ben, ces petits insectes qui étaient un ravageur, puisqu'il allait rendre stérile notre culture, va nous servir de pollinisateurs, puisqu'ils vont être en grand nombre. Et comme ils vont polliniser en allant pomper sur les nouvelles fleurs, parce qu'elles se sont ouvertes, eh ben, il va nous aider à rendre fructueuse notre culture. Donc ça, c'est dans du biomimétisme. En fait, on va utiliser les valeurs de la nature plutôt que de donner un produit phytosanitaire qui va tuer les insectes. Par l'innovation, on mélange deux variétés, une productive, une pour attirer l'insecte. Et comme ça, on maîtrise nos phytosanitaires, on maîtrise la biodiversité et on donne à manger aux hommes et aux femmes de nos territoires. Et en vous écoutant, on se rend compte de la profondeur de votre métier, de la richesse et de la technicité. C'est impressionnant. Un mot, Jean-Jacques Desniel, vous êtes éleveur, mais vous avez aussi la casquette de vice-président du Crédit Agricole du Finistère. En quoi vous accompagnez justement cette innovation aujourd'hui ? Quand la volonté du Crédit Agricole, c'est d'accompagner le territoire, forcément, quand on veut le faire dans la durée et surtout en ayant un œil sur l'avenir, tout ce qui est innovation, c'est quelque chose d'incontournable. On a ouvert à Brest un village de l'innovation sur le plateau des Capucins qui s'appelle le village Baïséa. Et les thématiques qui sont traitées là-bas sont en lien avec la mer, la santé, la cybersécurité, mais aussi l'agriculture et l'agroalimentaire. Et quand on s'appelle Crédit Agricole du Finistère, c'est tout à fait naturel. Et l'objectif, voilà, c'est d'accompagner des startups. Donc des startups, ça peut paraître un mot un peu barbare pour certains. C'est surtout d'accompagner des gens qui ont des idées. Des talents. Des talents, tout à fait, des talents. Accompagner des talents, ça c'est quelque chose d'important. Et ça va permettre des fois de garder aussi les jeunes. On parlait tout à l'heure d'écoles. Les jeunes qui sont dans nos écoles, de les garder, de leur offrir une capacité à développer leur entreprise sur notre territoire, mais aussi d'aller attirer des gens venus d'ailleurs, hors de la Bretagne, pour qu'ils viennent utiliser notre territoire pour développer leur idée. Être force et moteur. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Et voilà, on a des belles réalisations. Et bien souvent, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, là, une start-up qui s'appelle Caloport, qui travaille dans le monde de l'élevage de porc et qui va avoir la capacité à récupérer la chaleur dans les ventilations des porcheries pour chauffer le bâtiment et surtout améliorer l'ambiance dans le bâtiment, ce qui va faire que les animaux, il y aura un effet très positif sur le bien-être animal, le bien-être de l'éleveur pour travailler dans le bâtiment, et tout ça aussi en ayant économisé d'énergie, vraiment des choses. On est toujours dans une optique de gagnant-gagnant, et nous, c'est ce qui nous anime pour accompagner le territoire et surtout accompagner les porteurs de projets. Alors, on parlait de talent, on va continuer à parler innovation talent avec votre élevage, Franck Zal, un élevage atypique, très atypique on peut le dire, il s'agit de vers marins. Vous avez fait une découverte exceptionnelle en vous intéressant à ce ver marin arénicole que l'on trouve en nombre sur nos côtes. Ce petit ver s'est révélé être un formidable transporteur d'oxygène universel. Les applications prometteuses sont très nombreuses. Avant d'en parler avec vous, je vous laisse découvrir en images cette formidable aventure. Tout a commencé par une vision, celle d'un homme, Franck Zal, docteur en biologie marine, convaincu que le biomimétisme est la clé des thérapeutiques du futur. Cette vision, inspirée par les recherches du commandant Cousteau, a permis à cet ancien chercheur du CNRS d'orienter ses recherches vers l'écophysiologie respiratoire des vers marins et de découvrir le premier transporteur d'oxygène universel à visée thérapeutique. J'ai navigué en fait sur la plupart des océans, que ce soit le Pacifique, l'Atlantique. J'ai eu la chance de plonger dans les abysses. Et là, je me suis intéressé à une faune totalement extraordinaire qui était inconnue de l'homme. Ce sont des écosystèmes autour des sources hydrothermales profondes où on va trouver des vers géants qui font 3-4 mètres de haut, 4 à 5 cm de diamètre. Et la physiologie de cet organisme marin était très intéressante pour moi puisque c'était en fait la vie qui était dépendante de la chimie. Et donc j'ai décrit en fait toute cette biologie-là. Et puis j'ai travaillé également sur un ver qui est moins exotique puisque très abondant sur les plages de l'Atlantique, qui était l'arénicole, Arenicola marina. Et en travaillant sur son sang, j'ai fait cette découverte en fait de cette universalité de cette molécule. Le principe, c'est l'hémoglobine qui vient du ver marin. Le ver marin a cette particularité qu'il capte l'oxygène à marée haute et qu'à marée basse, il n'a plus d'oxygène et donc il vit sur ses propres ressources. Et l'autre particularité, c'est que cette hémoglobine est libre, elle n'est pas dans un globule rouge comme nous. Et donc on peut, à partir du ver marin, extraire cette hémoglobine qui va être un transporteur d'oxygène. La technologie Marina repose sur les particularités de l'hémoglobine des arénicoles. Sa structure est comparable à la nôtre, mais elle est extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans le globule rouge et elle est capable de lier 40 fois plus de molécules d'oxygène. En passant dans une zone en déficit d'oxygène,
Elle relargue alors celui qu'elle transporte, comme l'hémoglobine humaine, mais dans des quantités beaucoup plus importantes. La réoxygénation du secteur concerné est plus rapide, optimisée. Autre avantage de l'hémoglobine de ces vers marins, sa taille. Elle est de l'ordre du nanomètre, 250 fois plus petite que le globule rouge humain. Dans les cas où la circulation sanguine est réduite, que le passage des globules rouges humains est entravé, la petite taille de la technologie Hemarina, elle, est capable de s'infiltrer et ainsi de réoxygéner en aval la zone tissulaire. Enfin, grâce aux propriétés non allergènes et non immunogènes de son hémoglobine, le ver marin est un donneur de sang universel. Je suis quand même très impressionné par le parcours de Franck, cette capacité de voir des choses magnifiques et d'essayer de les comprendre. Le bénéfice de l'emploi généralisé de cette molécule, ça pourrait se traduire par des années greffons gagnées. Et c'est absolument ce dont on a besoin en termes de préservation, car jusqu'à présent, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour essayer de lutter contre la pénurie d'organes. Un des problèmes essentiels, c'est le transport du greffon et l'ischémie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène qu'on a sur le greffon. Et il est clair que si demain on a une solution pour pouvoir conserver les organes de manière beaucoup plus longue, eh bien nous aurons des avantages non seulement à court terme sur l'organisation de la transplantation, sur le fait d'avoir plus d'organes disponibles, mais aussi à long terme sur les rejets que nous avons qui sont liés à ces problèmes d'ischémie initiaux. I think there are a number of things that are revolutionary in this technology. It can be formatted in many, many different ways that can help. For instance, in wound healing, for organ preservation, to preserve organs in a pulsatile or non-pulsatile type system that will allow them to be able to be used and transplanted when they otherwise would have had to have been discarded because of poor perfusion, either at time of harvest or during the transport, and other times when critical oxygen delivery to the organ must be maintained, and this has never been able to be done before with non-oxygen carrying solutions. Les avantages, c'est la simplicité d'utilisation. C'est sûr que dans le cas que nous avons eu de la greffe de visage, avoir simplement un petit flacon qui était un congélateur que nous avons sorti et juste réinjecté dans le produit de conservation et avoir ce produit qui nous a permis de conserver l'organe, c'est d'une simplicité qui est extraordinaire. C'est tellement simple que demain, ça devrait être utilisé dans toutes les greffes d'organes, ça me paraît très clair. Pour couvrir ses besoins, la production à grande échelle de la matière première est lancée à la ferme marine de Noirmoutier, dans le respect de l'écosystème et des obligations de traçabilité et de qualité imposées par le label de production GMP. La success story du premier transporteur d'oxygène universel peut débuter. Pour moi, c'est une révolution. Innovative. On a repoussé les limites toujours plus loin. C'est vraiment le futur. C'est l'avenir. Revolutionary. Alors, on vient de voir cette magnifique vidéo sur vos travaux, Franck Zal. Si vous deviez vulgariser un petit peu votre approche pour le grand public, voilà, expliquez-nous un petit peu le biomimétisme, la bio-inspiration. Alors, le biomimétisme, en fait, c'est quelque chose de relativement simple. C'est d'observer la nature et essayer de comprendre pourquoi telle ou telle espèce colonise tel ou tel environnement. On en a un peu parlé tout à l'heure. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple. Vous savez, la nature, c'est 4,5 milliards d'années d'évolution. Donc, quand on parle en fait de faire reproduire ensemble en fait des espèces, on parlait du blé barbu ou du blé simple, etc. La nature, elle a déjà fait ça dans l'environnement depuis des millions d'années, des milliards d'années. En fait, c'est de regarder. Ce que la nature nous propose finalement. C'est exactement ça. En fait, c'est être un observateur de la nature et avec cet œil un peu critique, un peu de compréhension, trouver des innovations. Et donc, il y a énormément aujourd'hui d'innovations qui sont de plus en plus bio-inspirées, donc de la nature, parce que, en fait, si ça fonctionne, c'est que c'est robuste, c'est que ça a traversé ces millions d'années d'évolution. Ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves. Est-ce que ça vous fait aussi gagner du temps ? Alors, ça nous fait gagner du temps, oui, parce que souvent, en fait, vous savez, la technologie, et moi j'ai bien aimé ce qui a été dit, la technologie, c'est pas forcément quelque chose d'aller sur la Lune ou Mars, c'est aussi l'évolution, en fait, l'innovation incrémentale, l'innovation d'observation, etc. Et aujourd'hui, ça fait gagner du temps, oui, puisque en fait, le laboratoire, c'est vous sortez de ce bâtiment et vous allez regarder ce qui se passe dans la prairie d'à côté et vous pouvez faire des innovations. Donc, moi, je dis comme ça, ça a l'air facile. En fait, je dis souvent, en fait, mes enfants me disent, papa, comment on innove ?
innove. Je dis, va te balader dans la nature et prends tes leçons de la nature. Pourquoi il y a un chêne qui est à ce niveau-là dans le bois? Il va me dire, je lui dis, parce qu'il y a sûrement une raison au niveau du sol. Et en fait, tout ça, c'est des choses relativement simples. Et on a oublié en fait cette simplicité d'aller voir en fait ce qui se passe dans notre environnement. On a vu dans la vidéo la ferme de Noirmoutier. Alors, est-ce que ça fait de vous un agriculteur? Alors, c'est un agriculteur de la mer ou un aquaculteur, puisque finalement, c'est considéré comme de l'aquaculture. Mais oui, tout à fait. C'est en fait, quand j'entendais les élevages, quand j'entendais les caméras, quand j'entendais les capteurs, etc. Nous, on a ça en fait dans la ferme marine de Noirmoutier, où on observe nos géniteurs, qui sont des vers marins, donc par des caméras, où on sait en fait, on maîtrise la température. Donc, on comprend. En fait, vous parliez de vélage, nous aussi. Il y a aussi, on fait des reproductions, etc., etc. Donc, ça se rapproche, sauf qu'on travaille avec des organismes marins. Un petit mot sur... Est-ce que ça coûte cher, tout simplement, un élevage comme le vôtre, qui est d'ailleurs unique au monde? Alors oui, cet élevage, il est unique en France et quasiment au niveau européen. Il y en a un qui se retrouve en Hollande, mais on est les seuls, en fait, en France, à élever du ver marin. Ça coûte cher, je dirais, ça coûte ce que ça coûte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en train de... Donc, vous voyez, ces vers marins, c'est principalement pour sauver des vies. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ça coûte combien une vie? Donc, aujourd'hui, nos molécules sont là pour sauver des vies. D'où viennent ces vers, tout simplement? Voilà, est-ce que vous allez les prélever? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, au démarrage, en fait, ces vers, moi, quand j'étais chercheur, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait dans l'environnement. Les vers, dans l'environnement, ça se reproduit, en tout cas ceux-là, se reproduit au mois d'octobre-novembre, une fois par an. Les sexes sont séparés chez ces animaux. La durée de vie d'un ver comme ça, c'est 6 ans. Et donc, ayant compris ça, ayant compris qu'est-ce qui produit, en fait, qui induit la maturation de sexualité de ces vers marins, je les reproduis au laboratoire. Et aujourd'hui, en fait, on a des géniteurs. On ne va plus toucher un ver sur l'estran. C'est-à-dire que souvent, on me dit, mais tu vas détruire toute la faune de Bretagne. Non, non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on a compris comment ça passait et on fait complètement de l'élevage. On a à peu près 2000 géniteurs qui sont des vers marins et on arrive à les faire reproduire, au lieu de les faire reproduire une fois par an, en jouant sur la température, la luminosité, etc. On a des larves, des gamètes et on fait de la fécondation in vitro et puis on a nos larves produites dans nos laboratoires. C'est quoi les particularités d'un tel élevage? Est-ce que ça répond à des process très stricts? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, vous imaginez, donc, souvent, en fait, on pense que c'est un ver. OK, mais nous, on va sauver les gens avec ça. Donc, bien évidemment, il y a des obligations de traçabilité, de tout ce qui est, en fait, traçabilité au niveau de la matière première, contrôle, qualité. Donc, aujourd'hui, dans le petit flacon que vous avez vu, là, que le chirurgien a montré, moi, je sais exactement quel verre de quel bassin est contenu dans le petit flacon que vous avez vu. Donc ça, c'est bien sûr qu'il y a une traçabilité et une qualité autour de tout ça. Ouais. Vu leur haut potentiel, voilà, on peut dire que vous les chouchoutez. On les chouchoute et puis en fait souvent on me dit mais tu les trouves comment tes vers? Moi je les trouve super beaux et donc en fait il faut savoir que ces vers, en fait ce qui est incroyable, c'est que ces vers, ça fait 450 millions d'années qui sont entre la marée haute et la marée basse. Juste pour vous donner quand même une échelle, notre ancêtre commun, qui était d'ailleurs une femme qui s'appelait Lucie, c'est 3 millions d'années. Les dinosaures, c'est 20 millions d'années. Lui, il est sur les plages depuis 450 millions d'années. Donc, moi, je dis beaucoup de respect pour ce ver marin. Ouais. Même si certains ne le trouvent pas très beau, voilà, respect quand même. En termes aujourd'hui de volume de production, voilà, qu'est-ce que ça représente? Alors, la ferme marine qu'on a achetée, en fait, moi, j'ai toujours pensé qu'au démarrage, donc, qu'il fallait avoir une intégration verticale dans la technologie. Pas dépendre trop de sous-traitants, etc. Donc, très, très tôt, je me suis dit qu'il fallait avoir un élevage de vers marins. Et donc, aujourd'hui, en fait, cette ferme, donc j'ai acheté cette ferme, en fait, à Noirmoutier. J'ai essayé d'en avoir une en Bretagne, des territoires en Bretagne, des terrains en Bretagne. Ça a été extrêmement difficile parce qu'il y a énormément de loi littorale, Natura 2000, espaces remarquables, et j'en passe. Et donc, j'ai acheté cette ferme qui faisait du turbo label rouge. Et je l'ai complètement revampée, en fait, en production de vers marins. Cette ferme, elle fait 13 hectares. On est capable de produire 30 tonnes à l'année, en fait, de vers marins dans des conditions totalement tracées et contrôlées. Aujourd'hui, le rythme de production permet de répondre à quelle demande concrètement? Alors, aujourd'hui, en fait, on est capable de faire... Donc, la première application sur laquelle on travaille, c'est la transplantation d'organes. Avec 250 kilos de vers, je peux faire un tiers de la transplantation, donc 750 kilos de vers, et je vous parlais de 30 tonnes, je suis capable de transplanter, en fait, toutes les personnes qui attendent un greffon en France. Parce que ce ver est extrêmement riche dans la molécule qui nous intéresse, qui est une hémoglobine, puisqu'en fait, cette molécule lui permet d'attendre la prochaine marée haute sur l'estran. Donc, il y a une très grande concentration de cette protéine chez ce ver marin. Est-ce que vous avez prévu d'augmenter encore la production?
Alors, l'idée, c'était de mettre en place une ferme pilote et montrer que c'était possible. Nous, on maîtrise de A à Z, en fait, au niveau de la reproduction, jusqu'au grossissement, l'alimentation, etc. Le but, c'était pour moi, à un moment donné, de franchiser le concept. C'est-à-dire que, comme j'ai vu qu'il y avait énormément de difficultés pour trouver des terrains qui permettent de faire de l'aquaculture, il y a énormément aujourd'hui de personnes qui font de l'aquaculture et qui ont des concessions sur le domaine marin, c'est de leur proposer une sorte de diversification. Je vous donne les larves, vous les produisez selon un cahier des charges et je vous achète la matière première. Donc, franchiser le concept, et ça va être l'étape numéro 2 de notre concept de ferme d'élevage. Alors, vous avez parlé d'une application, les greffons. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on vous suit. Où est-ce que vous en êtes sur le champ d'application des possibles? Donc, la greffe, là, ça va arriver. Donc là, aujourd'hui, on est en train de marquer en fait, ce produit au niveau européen, donc pour pouvoir commercialiser ce produit au niveau européen. On a des contacts avec des big pharma qui veulent développer cette technologie dans le monde entier. Vous allez en entendre parler probablement dans les prochains mois. Et en fait, on développe aussi ces applications dans le domaine de la cicatrisation, produits dentaires, produits de transfusion sanguine, etc. Alors, tout ça, ce n'est pas de la magie. Hein. Quand on a l'impression que c'est quelque chose sans fin. Mais c'est sans fin tout simplement parce que la biologie est liée sur l'oxygène. Et si vous voulez, là, sur ce plateau, on peut faire une expérience. On va essayer d'arrêter de respirer. Essayez d'arrêter de respirer. Vous n'allez pas tenir très, très longtemps. Tout simplement parce que l'oxygène, c'est la base de la vie. Et donc, tout ce qui est processus biologique a besoin d'oxygène. Et donc, cette technologie qu'on a découverte, c'est infini. En fait, c'est une plateforme technologique qui permet d'apporter des solutions à énormément de pathologies, que ce soit l'infarctus du myocarde, l'AVC, la cicatrisation, les problèmes dentaires, tout simplement parce que toute cette biologie est liée à l'oxygène. Une réaction, peut-être, Sophie? Honnêtement, très honorée d'être invitée en même temps sur le plateau de quelqu'un qui, justement, apporte beaucoup de choses. Enfin, moi, ça me paraît non maîtrisable parce que c'est loin de ce que je fais. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, moi, exploitante agricole, j'ai besoin des scientifiques. J'ai besoin des scientifiques pour qu'ils me permettent d'évoluer dans mon métier, qu'ils m'apportent des solutions aux attentes sociétales. Parce que moi, je le sais de mon regard d'exploitante agricole, je fais avec les informations que j'ai. Mais je me dis que sans la science et sans la validation de la science sur le terrain, puisque on passe d'un laboratoire à une expérimentation sur un terrain, on a tous vraiment besoin des uns et des autres. On ne peut pas y aller tout seul. Dans tous les domaines, on a besoin des autres pour évoluer. Et je pense qu'effectivement, grâce à ce regard et à cette recherche, nous, demain, en tant qu'agriculteurs, on pourra, en ayant les pieds dans les bottes toujours, malgré tout, apporter une réponse aux attentes sociétales et pouvoir nourrir de façon satisfaisante, de qualité et être résilient sur le territoire, une alimentation aux Français et aux Françaises. Jean-Jacques? Je le dirais en 2 mots. Le premier, c'est beaucoup de respect pour ce que vous faites. Et moi, je suis vraiment impressionné et honoré également d'être là à vos côtés parce que c'est quelque chose de fort. Hein. J'ai vraiment apprécié la présentation. Et puis la deuxième chose, c'est de la fierté d'avoir une entreprise comme ça sur notre territoire. Voilà, qu'on a vu tout à l'heure dans les témoignages des gens du côté de Los Angeles, des gens de Los Angeles qui parlent d'une entreprise qui est basée à Morlaix, si j'ai bien compris. Donc, moi, ça me fait plaisir et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à souligner. Et puis le lien avec l'élevage également. Voilà, on voit bien que le Finistère, c'est une terre de mer, c'est un territoire où il y a de la mer et de la terre. Sophie et moi, on est des gens de la terre. Vous êtes quelqu'un qui travaille sur la mer. Et c'est ce mariage-là, finalement, qui fait que l'innovation, elle est à tous les niveaux et ça profite à tout le monde et ça tire tout vers le haut. Et je pense que c'est vraiment remarquable. Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, c'est Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci, ça, vous en êtes convaincu? C'est vraiment ce qui vous guide? Bien sûr, oui. En fait, toutes les révolutions, beaucoup de révolutions dans le domaine médical sont liées en fait à de l'observation de la nature. Par exemple, j'en prendrai un exemple, la pénicilline, du pénicillium, un champignon qui a donné en fait les antibiotiques que tout le monde utilise au démarrage. Donc en fait, encore une fois, c'était là. Il fallait juste regarder en fait et puis comprendre. Donc observer la nature, ça demande aussi en fait une sorte d'humilité. C'est-à-dire que nous, on est de passage. Quand on vit 50, 60, 80 ans. Encore une fois, reprenez l'échelle. 4,5 milliards d'années d'évolution. Donc, vous imaginez tout ce qu'on peut apprendre en allant se balader dans la nature. Il y a encore du potentiel. Justement, on parlait de ces vers. Est-ce que vous pensez qu'il vous a livré tous ses secrets? Non.
Non, bien sûr que non. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, par exemple, on a trouvé des peptides antimicrobiens aussi dans ces vers marins qui expliquent pourquoi ce ver il a duré tellement longtemps. C'est-à-dire, vous imaginez 450 millions d'années sans aucun, aujourd'hui, qui n'a pas évolué, en fait, sans aucune maladie. En fait, on n'a trouvé aucun virus connu aujourd'hui chez ce ver marin. Il se défend naturellement. Il est là en fait dans un milieu extrême parce que vous savez la zone de balancement des marées qu'on appelle l'estran, qui est la plage. En fait, finalement la plage, on dit c'est sympa, on va aller se baigner. Mais non, mais eux ils sont là dans le sable et puis ils subissent en fait cette variation, marée haute, marée basse, eau douce, eau salée, différentes variations et ils sont là. Donc en fait aujourd'hui, je suis sûr que non, il n'a pas délivré tout ce qui devrait nous apporter. On vous a vu beaucoup dans les médias aussi. Je voulais faire un petit point. Est-ce que l'arénicole apparaît vraiment comme un espoir aujourd'hui? Vous parlez de virus dans cette crise du Covid. Où est-ce que ça en est? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, en fait, donc ça fait 1 an qu'on est sur le dossier Covid. Alors, il faut savoir, donc je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est médiatique, etc., mais c'est une guerre, en fait, ce Covid. Aujourd'hui, il y a une guerre, en fait, une guerre sanitaire, il y a une guerre, en fait, industrielle. Vous avez bien vu tous ces vaccins qui ont 98% d'efficacité. 80%, on se bat sur tout ça. Il faut savoir que c'est une guerre économique aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, bien évidemment, les vaccins, c'est important puisque les vaccins, ça va nous permettre de ressortir, etc. Mais entre les vaccins, et vous avez vu où on en était au niveau de la vaccination au niveau en France, à peine 5%. Donc, il y a encore des patients, et vous avez bien vu les médias aujourd'hui, il y a encore les réanimations sont en train d'augmenter, d'exploser, etc. On a besoin aujourd'hui de trouver une molécule qui permet de faire sortir ou d'éviter que ces patients rentrent en réanimation. Et cette molécule, aujourd'hui, a toutes les capacités en fait, de remplacer les respirateurs qui sont extrêmement difficiles pour certains patients, des patients comorbides qu'on ne peut pas emmener en réanimation et qui vont décéder parce qu'on ne peut pas les traiter. Cette molécule a toute cette place en fait, pour être testée. Le souci aujourd'hui, c'est cette guerre économique où en fait, il y a énormément de freins, etc. Juste, je vais vous donner un scoop. J'ai reçu en fait, le 5 février une lettre d'Olivier Véran qui a vu nos travaux. Et donc, j'espère très rapidement avoir un retour de son cabinet pour pouvoir lancer un essai clinique à partir de cette molécule. Vous nous tiendrez au courant. Il nous reste un tout petit peu de temps. Juste un mot, Jean-Jacques, et vous, Madame Gézéquel. S'il y avait un défi, voilà, encore un, à se lancer pour les mois, années à venir, au sein de vos exploitations? Je pense que nous, au sein de nos exploitations, c'est continuer à répondre aux attentes sociétales. On le fait depuis très longtemps. qu'il faut que cette société ait confiance dans nos agriculteurs parce que nous, on fait attention à la nature. On a besoin de travailler avec elle. Quand on travaille avec les animaux, il ne faut absolument pas que nos animaux soient malades. On ne travaille pas contre la nature de nos terrains, de nos animaux. Donc, on peut continuer longtemps. Donc, les attentes sociétales reconnaissent le travail qui est fait par les exploitants agricoles et qu'en nous donnant leur confiance, on puisse poursuivre notre activité. Alors, on va continuer à parler de projets innovants avec un projet de notre invité surprise. Vous le découvrirez en images dans un instant, c'est Édouard Bergeon. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Le metteur en scène? Alors, c'est l'auteur du film Au nom de la terre, un film fort qui a marqué, inspiré par l'histoire de son père, un hommage à son père et à tous les agriculteurs qui se battent pour nous nourrir, non sans difficulté, beaucoup de travail en tout cas, un peu de détresse aussi parfois. En tout cas, le réalisateur veut continuer à nous faire découvrir le monde agricole, ses hommes, ses femmes, ses pratiques, nous aider à comprendre ceux qui nous nourrissent, le chemin aussi des produits que nous mangeons. Et c'est avec une plateforme vidéo, cultivons-nous.tv. Elle a été lancée après le confinement, c'est un peu le Netflix en fait de l'agriculture. Le parrain de cette plateforme, c'est Guillaume Canet. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette plateforme, je vous propose de la découvrir en images. Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Bergeon. Certains me connaissent peut-être. Je suis le réalisateur du film Au nom de la terre. Un film qui a fait près de 2 millions d'entrées. Ça a été une aventure incroyable, qui a eu des répercussions dans le monde agricole, dans le monde politique, dans le monde économique. On en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, je suis à Martran, dans le sud de la Vienne, là où tout a commencé. Les champs que vous voyez derrière moi, c'est la terre que mon père a travaillé. J'ai grandi ici, et je suis ici pour une bonne raison, c'est que je veux vous proposer un nouveau projet qui me tient à cœur. Ce projet, c'est une nouvelle chaîne thématique consacrée à l'agriculture, au bien manger et à la transition écologique. Sur Cultivons-nous, chaque mois, vous découvrirez de nouveaux reportages, de nouveaux contenus inédits qui racontent celles et ceux qui nous nourrissent, du champ à l'assiette. En vous abonnant à Cultivons-nous, vous soutenez aussi l'association Solidarité Paysans,
qui accompagne les agriculteurs en difficulté. 1 € par abonnement leur sera reversé. Merci pour votre soutien et on se retrouve dès maintenant sur cultivons-nous.tv. Ça vous tente, tous les trois? Pourquoi pas. J'aime beaucoup le slogan moi, du champ à l'assiette, parce que quelque part, c'est notre quotidien, hein, c'est de produire pour la gastronomie à la française, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, on a la chance, nous, d'être au début de cette aventure, finalement. Donc, Sophie? Pareil, je pense que la richesse de l'agriculture finistérienne, c'est sa diversité. Donc je pense qu'il faut être capable de regarder et d'écouter tout ce qui nous est proposé pour pouvoir évoluer et puis s'inscrire dans le futur sans difficulté. Et Franck Zal, vous allez vous inscrire? Bien sûr, moi je vais m'abonner. Donc je vais prendre le lien et puis bien sûr que en fait tout ce qu'on a dit c'est un continuum en fait de bien respecter la nature, de bien respecter ses animaux, de bien respecter son environnement, le bien manger, c'est de toute façon lié à la santé et donc tout ça c'est vraiment un écosystème, c'est vraiment un équilibre et on voit très bien à un moment donné quand il y a un déséquilibre, il y a ce qui se passe aujourd'hui, la pandémie, c'est-à-dire que quand on respecte pas la nature nous le renvoie. Très bien. Alors, petite surprise, Édouard Bergeon tenait spécialement à vous adresser un petit message. Bonjour la Bretagne, bonjour AgriBraise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Édouard Bergeon, je suis le réalisateur du film Au nom de la terre avec Guillaume Canet. La Bretagne, ça a été juste dingue au niveau de mon film. Il y a eu des entrées dans tous les sens, dans tous les petits cinémas. C'était magique. C'est normal vu que vous êtes une terre agricole, une terre d'élevage. Vous vous êtes rendu voir mon film et je vous remercie 1000 fois. Si aujourd'hui je vous parle, c'est que je n'ai pas pu venir vous rencontrer. Malheureusement, l'an dernier et cette année, le festival se déroule différemment. J'espère bien venir vous voir l'année prochaine et vous rencontrer au milieu des bêtes. En attendant, je vous parle de cultivons-nous.tv. L'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai lancé cette plateforme digitale. C'est un petit Netflix, un Netflix de l'agriculture, de l'alimentation, du bien manger donc, de l'environnement, de la mer aussi et de la ruralité. Donc en gros, tout ce que nous donne la terre pour vivre, manger, respirer, boire, on le trouve en documentaire sur cultivons-nous.tv. Le festival AgriBraise m'a proposé de dire un petit mot, de présenter ma plateforme. Je vous propose de m'y retrouver, de retrouver tous ces contenus originaux. C'est une super boîte à outils. Je vous propose aussi, pour ceux qui le veulent, de réaliser vos propres vidéos pour raconter votre magnifique métier d'agricultrice et d'agriculteur, ceux qui nous nourrissent. Et je serais ravi un jour donc de vous rencontrer. Je vous souhaite un super bon festival et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà, le rendez-vous est pris. Quelques exemples de documents qu'on peut regarder en ce moment, notamment une enquête mondiale sur la tomate d'industrie, un entretien avec Emmanuel Faber, le PDG de Danone, le temps des arbres, un document sur les pouvoirs extraordinaires des arbres. Ça doit vous parler, Franck Zal. Le portrait de Lucie, une éleveuse de poules pondeuses plein air et qui communique beaucoup sur son métier sur les réseaux sociaux, une communication positive qui lui a valu un prix. Voilà, c'est juste quelques exemples, mais de la richesse de tous ces témoignages. On va se quitter sur ce clin d'œil d'Édouard Bergeon, un homme engagé pour l'agri-loving, comme il dit. J'ai envie de vous laisser la parole. Voilà, un dernier mot à chacun, vous qui avez fait la richesse de ces échanges en direct d'AgriDays. Un dernier mot peut-être aux citoyens consommateurs qui nous regardent. Un dernier mot, un mot ou j'en ai droit à 2 ou 3? Vous avez droit à 2 ou 3. Non, le premier mot quand on parle d'innovation, c'est d'être enthousiaste pour créer l'avenir et faire en sorte que l'avenir soit ici et pas ailleurs. Moi, simplement, comme je l'ai dit, je viens du tertiaire, je suis arrivée exploitante agricole. L'agriculture, c'est un métier de passion, c'est un métier que l'on a en nous. Il est accessible aux hommes, mais il est accessible aux femmes. C'est que des sources de bonheur, de vivre avec le vivant, de réaliser une vie de famille, une vie de couple sur son exploitation. Et c'est riche dans le cadre de mon engagement, de rencontres avec des hommes et des femmes qui sont aussi passionnés par l'agriculture. Et j'invite vraiment toutes les femmes et tous les hommes qui le veulent à se mobiliser autour de cette agriculture et les consommateurs à vraiment faire confiance à la production finistérienne et bretonne parce que vraiment, ils le valent. Franck Zal. Moi, j'ai envie de vous raconter une toute petite histoire. Je vais vous emmener dans un manoir où, en fait, vous avez un manoir, il fait froid, vous avez une cheminée, une boîte d'allumettes et une belle bibliothèque.
Pour vous chauffer, le premier réflexe, c'est d'aller brûler les livres. Vous allez brûler les livres, vous avez 1 livre, 2 livres, il ne va plus y avoir de livres dans votre bibliothèque. Et ensuite, vous allez brûler en fait la bibliothèque et puis vous allez toujours avoir froid. Et donc en fait, après vous vous posez la question, mais est-ce que la solution pour se chauffer, c'était pas en fait dans les livres? C'est exactement ça, c'est protéger la biodiversité et lire la nature. Voilà, on termine sur cette note pleine d'optimisme qui nous donne encore matière à découvrir, réfléchir et se poser des questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Kenavo.